Cet ancien videur de strip club et garde du corps d'actrice X, devenu légende de la rue, remplaçait les sacs de frappe par des frigidaires pour s'entraîner à main nue, mettait du cuir dans ses shakers de protéines, et pour la protéine, il mettait de la viande crue directement, pas d'histoire de prot en poudre chez lui, et ses combats légendaires se déroulaient dans des entrepôts de bateaux, des arrière-cours entourés de palissades en bois, ou parfois même des vieux dojos où il se battait contre des officiers de police au milieu d'un public déchaîné. Son look est à mi-chemin entre une légende du hip-hop américain pour les bijoux et le flow, un bûcheron viking pour le corps de daron niveau 99 et la barbe hirsute, enfin si les vikings avaient fait un crochet par les Caraïbes quoi, et une boule de bowling pour ce crâne parfaitement rond et rasé au bol au-dessus des oreilles. Et pourtant, malgré tout ce qu'on vient de vous dire, cet énorme grizzly était, de tous les témoignages des gens qu'il a rencontrés dans sa vie, l'homme le plus gentil et attentionné du monde. Il n'avait pas de lutte, pas de sol, pas trop de menton et un cardio de champion de Scrabble, et pourtant ce bagarreur de rue au grand cœur a non seulement fini à l'UFC, mais il est même devenu aux États-Unis la première grosse star du MMA dans les années 2000. Voici l'histoire de Kimbo Latranche, si on traduisait dégueulassement en français, Kevin Kimbo Slice Ferguson. Ça pue la rue est une expression qu'on peut entendre lorsqu'un comportement, un langage ou une manière d'être trouve ses racines dans les codes de la rue ou de la culture urbaine. Et quand Kimbo Slice débarquait d'un gros humeur blanc en portant une chaîne représentant un énorme point en or, t-shirt oversize à l'ancienne floqué du nom d'un label de musique, bandana sur la tête et accompagné de ses 110 kilos, alors ça commençait à sentir bon la rue effectivement. Mais alors, quand il sortait son protège-dents de la poche de son short, qu'il en posait la boîte sur le capot du Hummer, sous les yeux d'un talonneur sans nuque portant un t-shirt trop petit, Team Kimbo, avant d'enlever tout son attirail, puis sans aucune discussion, sans transition et surtout sans aucun échauffement, allait se taper en marchant avec deux mecs à la suite appelés Big Mac et Afro Puff. Et alors, étant donné que tout ça se passe à Miami, qu'est-ce que j'en sais que ça pue la rue de là-bas, sachant que j'y ai jamais mis les pieds? Parce que j'ai joué à GTA toute ma jeunesse, et que vous aurez rarement autant l'impression de voir un live-action de GTA qu'en regardant les légendaires combats clandestins de Kimbo. Le décor, les personnages, la délicieuse piste audio de bruit de semelle qui racle le bitume, aussi satisfaisant que de la SMR, tenez écoutez ça. Et les PNJ autour qui balancent des phrases préenregistrées du style alors non, je n'ai jamais eu autant l'impression d'être dans Vice City ou Los Santos. Et de la même manière qu'on récolte des liasses de billets sur un cadavre dans GTA, la bourse en jeu dans les combats de Kimbo était des liasses de cash allant parfois jusqu'à 5000 $ que le gagnant prenait après la baston. Et en ce qui concerne les règles, il n'y avait pas plus simple que du striking et pas de coup au sol. Voilà. Et d'ailleurs, on en place une pour Big Mac, immense respect, 4 fois il est tombé et 4 fois il s'est relevé pour se faire tartiner par notre Golgoth barbu. Et ça, c'est du cœur, c'est pas donné à tout le monde. Et on dit Golgoth barbu, mais de manière générale, en termes de pilosité, Kimbo Slice était là encore un genre de pionnier du game, laissant sortir l'artiste qui sommeillait en lui, en rasant tantôt une flèche, tantôt une demi-lune, tantôt un pec sans l'autre. Ouais, on peut le dire, Kimbo était un peu le Van Gogh du poil de torse. Et puis pour les autres parties du corps, ça on sait pas, mais une chose qu'il a dû pas mal regretter niveau confort, c'est de ne pas avoir connu Manscaped qui sponsorise cette vidéo. Manscaped et son Performance Package 5.0, c'est un concentré de technologie de pointe couplé à des produits de qualité supérieure et tout ça juste pour le confort de votre entrejambe quand vous avez besoin d'entretenir le jardin. Et tenez, juste parce que c'est ultra satisfaisant, je vous fais le unboxing en même temps. Tout d'abord, il y a la star, le main event de ce pack salement chargé, la Lawnmower 5.0 Ultra. Waterproof, donc utilisable sous la douche, agrémenté d'une lampe LED pour assurer une visibilité parfaite quelles que soient les conditions et quelle que soit votre couleur de peau puisque la lampe possède plusieurs tons pour s'y adapter. Bon, vous l'avez compris, la GOAT des tondeuses nouvelle génération garde sa place de numéro 1 au pound for pound. Et pour compléter, vous obtiendrez le Weed Whacker 2.0 pour tailler les poils de nez en toute sécurité, le Crop Soother et Crop Preserver, un aftershave pour éviter les démangeaisons et son binôme pour sentir l'aloe vera en toute occasion, un boxeur ultra confortable, je peux en témoigner, et une trousse de toilette pour amener cette Dream Team où que vous voyagiez. Commandez maintenant et recevez 20% de réduction et la livraison internationale avec le code SUEUR. Merci à Manscaped de sponsoriser cette vidéo et maintenant retour à notre artiste de rue spécialiste des aplatissements de tête à main nue. Ce côté cru et primitif des combats a même le goudron, mais dans un univers fascinant et avec un protagoniste aussi unique que Slice, c'est exactement ça qui a fait que ça a tout cartonné à l'époque. Et quand on dit cartonné, c'est pas une hyperbole, alors qu'au moment de son explosion en popularité, YouTube n'existait même pas encore.
Nous sommes alors en 2002-2003 et après avoir été filmés, les street fights de Kimbo étaient alors partagés sur des DVD pirates, des forums, des sites de partage de fichiers ou même via email ou peer-to-peer comme le fameux LimeWire que tous les trentenaires ou plus ont bien poncé à l'époque pour télécharger de la musique, des images ou des vidéos. Et malgré ce système de partage qui aujourd'hui nous semble primitif, il va devenir viral aux États-Unis. Puis se saisissant du phénomène, c'est d'abord le site pornographique Sublime Directory qui va sentir le bon filon et en publier les combats, suivi par Ebon's World, un ancêtre de YouTube, puis enfin, après sa création en 2005, tout ça atterrira chez le petit nouveau YouTube. Mais attention, gardez donc bien à l'esprit que ce n'était pas le YouTube d'aujourd'hui où tout est algorithmé à la perfection pour vous maximiser les vues avec les pubs, les annonceurs, où tout est optimisé et où c'est ultra commun de voir des vidéos qui dépassent le million de clics. À ce moment-là, ce n'est encore qu'une plateforme naissante, balbutiante, et dépasser les 500 000 vues était déjà absolument ahurissant. Depuis, les vidéos originales ont été supprimées puis réuploadées plusieurs fois, donc on n'a plus les publications originales. Mais le nombre de lectures se comptait en millions, ce qui fait de Kimbo Slice rien de moins qu'une des premières stars d'Internet. Le genre dont tout le monde parle au collège à la récré et se partage avidement les liens. Ces brutales collisions avec Big D, Afro Puff, Big Mac, Chico, Dread, Adrian ou encore Sean Gannon rentreront dans les annales d'Internet et seront, pour beaucoup, la première rencontre avec la violence du combat. La plupart du temps, il fracasse ses adversaires sans trop de difficultés, les laissant d'ailleurs généralement avec une déformation faciale spectaculaire, comme contre Big D où il a laissé son œil droit en œuf brouillé, et c'est d'ailleurs de sa propension à lacérer les visages de ses ennemis avec ses poings qu'il a hérité de son surnom de Slice. Néanmoins, lors de ses combats clandestins, il lui est aussi arrivé de se retrouver face à des mecs aussi durs que lui. Et bons boxeurs eux aussi d'ailleurs, comme Sean Gannon, alors officier actif de la police de Boston et pratiquant de MMA. Et ça donnera alors l'un des combats de l'année, même s'il était clandestin, où Gannon et Kimbo se sont tout envoyés, tout ce qu'ils avaient, au bout de la fatigue, dans un combat ultra sale, mais acharné, et aux règles bizarres d'ailleurs que personne dans la salle ne semblait trop avoir comprises. Et c'est dans une atmosphère électrique, surchargée d'énergie, qu'un Sean Gannon, lui-même à bout de force et défiguré, une balle de tennis lui ayant poussé sur le front, viendra à bout d'un Kimbo rendu inerte de fatigue, dans un état proche du coma, après s'être pourtant plusieurs fois relevé pendant le combat à la seule force de sa volonté. Et c'est ce jour-là que le monde a appris, malgré la défaite, que la star qu'ils avaient regardée jusque-là pour ses capacités de destruction avait aussi un cœur de guerrier prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Et pouvait-il en être autrement pour un homme avec un tel vécu ? Né en 1974 aux Bahamas, qu'il représentera fièrement lors de sa carrière pro, Kevin Ferguson, de son vrai nom donc, déménage aux États-Unis à l'adolescence avec sa mère, son frère et sa sœur. Ils éliront domicile à Cutler Ridge, dans une banlieue pauvre de Miami. L'environnement est gangréné de criminalité et Kimbo racontait lui-même « Le quartier où on a grandi, dans les années 80, c'était compliqué. Les gens mouraient, t'allais sortir les poubelles, tu marchais jusqu'au dépôt et tu voyais un pied qui dépasse. Alors tu balançais ta poubelle et tu te dépêchais de remonter chez toi, tu prenais un bain, t'allais au lit et tu passais à autre chose. Ce genre de truc flippant. » Et c'est en grandissant au milieu de tout ça qu'il comprend l'absolue nécessité de se forger une carapace extérieure de dur à cuire prête à tout, à se battre et à montrer les crocs pour dissuader les potentiels fauteurs de troubles de venir chercher les problèmes et profiter de toi. Et ce, malgré une bonne éducation remplie d'amour à la maison. D'année en année ensuite, le garçon deviendra un jeune homme ultra solide physiquement et au lycée, il fait partie de l'équipe de football américain. Il tentera d'ailleurs de poursuivre une carrière d'athlète professionnel, mais la conjugaison de sérieuses blessures à l'ouragan Andrew qui ravagera sa région en 1992 mettent brutalement un terme à ses rêves et projets. Sans but ni direction, les années suivantes seront alors une véritable épreuve pour Ferguson qui sombre petit à petit jusqu'à devenir SDF. Ne voulant pas être un poids pour sa mère, il se refuse néanmoins à lui demander de l'aide et un toit, alors il dort dans sa voiture et se lave dans l'océan ou dans des piscines. Il se souvient notamment avoir dû scotcher des sacs en plastique sur les baies vitrées de sa voiture pour empêcher la pluie d'inonder l'habitacle lors d'épisodes d'intempéries. Et il se souvient également à quel point le plus dur pour lui était de résister à la tentation de l'argent facile qui lui tendait les bras en n'ayant qu'à se laisser aller à une vie de criminel. Alors il lave les voitures pour s'en sortir et fait de la manutention, entre autres petits boulots précaires,
Puis, à la fin des années 90, il devient notamment videur dans un strip club. Il était intimidant physiquement, n'avait pas peur de se battre avec qui que ce soit, mais savait être respectueux, ce job lui allait comme un gant. Puis, via des connexions à Miami, dont un de ses amis d'enfance Mike Imber, surnommé Icy Mike, Kimbo se fait ensuite embaucher comme garde du corps et conducteur de limousine pour la société de production de films pornographiques Reality Kings. Rapidement, il devient un élément de confiance dans le milieu pour sa fiabilité et son efficacité, quelle que soit la tâche qu'on lui donne. Il apparaîtra même dans quelques films lui-même, mais jamais en tant que performeur en tout cas. Bon, visiblement, ça ne l'empêchait pas de temps en temps de faire lui-même le contrôle technique des merveilles technologiques dont il avait la charge, mais qu'est-ce que vous voulez, il voulait s'assurer que tout allait bien. Voilà tout. Moi, j'appelle ça de la conscience professionnelle. C'est mon avis. Et en 2002-2003, alors que sa situation se stabilise un peu, il n'est pas encore clairement sorti d'affaires, et chaque liasse de dollars supplémentaires dans la poche pouvait faire la différence lors des fins de mois difficiles. Et c'est à ce moment-là qu'il se lance donc dans ses premiers combats clandestins, lui assurant à chaque victoire ses quelques centaines de dollars supplémentaires. Puis la machine s'emballe, ses combats deviennent des attractions, tout le monde se les arrache, et de quelques centaines de dollars, Kimbo combat rapidement pour des sommes allant jusqu'à 5000 $. Et c'est ainsi que l'on accroche le wagon de notre histoire, où, après être devenu une des premières sensations virales d'internet et enchaîner les destructions, notre protagoniste avait rencontré sa première défaite au bout de l'enfer des mains d'un coriace policier de Boston. Après cette déroute, certes Slice n'était plus invincible, mais il avait gagné le respect de tous, et désormais les spectateurs avaient une assurance en regardant ses combats, quoi qu'il advienne, il allait se passer une dinguerie. Et ce qui était génial en plus, c'est que même à côté de ces combats, chaque vidéo faisait grossir un peu plus la légende. Quoi de plus mythique par exemple que sa version street d'une salle de boxe ou des compléments alimentaires. Pour la salle de boxe, il a quand même avant tout le monde inventé et conçu un système de sac de frappe interactif avec une potence, une chaîne et un réfrigérateur. La porte du congélo était alors réemployée pour faire travailler les esquives et gérée par Coach Slice pour adapter la fréquence des remises. Quant au corps du frigidaire, il offrait la parfaite résistance pour s'habituer à frapper à main nue sans non plus s'exploser les phalanges. Et que dire de ces shakers de protéines maison? Souhaitant montrer au monde sa définition d'un vrai shaker de protéines bien Sigma, Kimbo a révélé au monde sa recette secrète de shaker et personne n'était prêt pour un tel chef-d'œuvre. Voici la liste des ingrédients. 1 litre de lait, 3 œufs, une demi-motte de beurre, une grosse poignée de viande hachée crue, de la sauce piquante et une mixture secrète Kimbo. Alors on ne sait pas ce qu'il y a dans la fameuse mixture secrète, mais vu la couleur et la consistance, on est sur moitié chocolat, moitié huile de moteur. Et enfin, pour rendre ça bien solide, je cite, comme il explique lui-même, découpez un bout de cuir d'une chute de textile qui traîne et jetez-la dans le tout. Un gros coup de broyeur et c'est parti pour la régalade ultime. Et ce qui file un sourire jusqu'aux oreilles dans tout ça, c'est qu'on sent bien que Kimbo lui-même s'amuse. On sent le vécu, mais on sent aussi le troll dans chacune de ces délirantes apparitions qui deviennent presque des sketchs. Il se marre, il en joue, et ça prend. Il est impossible de ne pas trouver cet énorme nounours sympathique hors de ses combats. Au même moment que sa popularité atteint des sommets et que sa seule présence affole les statistiques vidéo, il y a un monde que tout ça fait moyennement marrer, c'est celui du MMA. À cette période-là, au milieu des années 2000, pour ce qui est des États-Unis, certes, l'UFC avait été sauvé et propulsé en avril 2005 par le combat final de l'émission The Ultimate Fighter entre Stéphane Bonnin et Forrest Griffin, et l'organisation commençait à prendre son rythme de croisière, mais malgré tous leurs efforts et la promotion de leurs événements, personne là-bas ne générait autant de buzz et de clics que le Street Fighter de Miami. Et ça, vous imaginez bien que s'il y en a bien un à qui ça ne plaisait pas, c'est Dana White, déjà lui. Et ça lui plaira d'autant moins qu'en 2007, Kimbo décide de tenter l'aventure en MMA professionnel après avoir reçu une proposition qu'il ne pouvait pas refuser de l'organisation Elite XC. Alors à 33 ans, et sans même avoir pu prendre le temps de développer de vraies compétences de combattant complet en MMA, il lance sa carrière pro. Il plie son premier gars sur un coup de coude en 19 secondes chrono, puis 43 secondes pour le deuxième, et en l'espace de 2 combats contre des bougs pourtant au bilan de 10-10 et 9-13 respectivement, Kimbo était devenu la plus grosse superstar du monde du MMA aux États-Unis. Et sur quoi on se base pour le dire? Eh ben comme dit l'adage, les hommes mentent, mais pas les chips. Pour son 3e combat, diffusé sur CBS, une chaîne majeure américaine, ce qui sera d'ailleurs une première historique, il attirera 6,51 millions de téléspectateurs.
Il explose ce jour-là de mai 2008 le record de la plus grosse audience TV de l'histoire pour un événement de MMA. Et pour vous donner un point de comparaison, le combat légendaire entre Stephen Bonnar et Forrest Griffin, dont on a parlé, qui a sauvé l'UFC, et dont tous les gens s'appelaient en live pour se dire les uns les autres « Mec, allume ta télé, il faut absolument que tu vois ça », faisant exploser les audiences, ce combat avait fait 3,3 millions de téléspectateurs, soit presque moitié moins, alors que c'était déjà des chiffres monstrueux pour du MMA à l'époque. Et tout au long de la carrière de Kimbo en MMA, ce sera ça. Chacune de ces apparitions attire un public massif et encore plus intéressant est probablement le cumul de ces deux mondes de la rue et quelqu'un d'extrêmement gentil et sympathique, une démographie extrêmement diverse de toutes les classes sociales, de toutes les origines ethniques, de tous les âges, de tous les sexes. Kimbo Slice fascinera tout le monde. Oui, parce que là où c'est incroyable, c'est que sportivement parlant, sa carrière pro sera honnêtement ultra laborieuse. Même des années après avoir fait ses débuts en MMA, il n'affichait pas de progrès vraiment impressionnants pouvant nous faire croire qu'il pouvait accrocher l'élite. Lorsqu'en 2008, il se fait mettre KO par un Seth Petruzzelli prévenu en short notice, c'était un choc, mais à la limite, il venait de commencer sa carrière pro. Mais même en 2015, contre un Ken Shamrock de 51 ans, il manquera de se faire finir par étranglement, oubliant purement et simplement qu'il était censé défendre, et ne survivant que grâce à son mental, sa résistance et visiblement une gorge en fibre de carbone. Techniquement, ce soir-là, ça faisait mal aux yeux d'ailleurs, même en termes d'athlétisme, on avait l'impression de voir un combat au ralenti, mais une nouvelle fois, il explosait tous les compteurs en termes de vues. Il s'essaiera en parallèle aussi à la boxe anglaise professionnelle, où il affrontera certes une faible opposition, là encore, mais comme c'est le cas pour tous les boxeurs en début de carrière, et il s'y construira un palmarès de 7-0. Et pour clore définitivement la page MMA, son dernier combat, qui clôturera pour de bon la folle carrière de Kimbo Slice, aura lieu en 2016 contre Dada 5000. Ce fut objectivement un immonde combat dont le susnommé Dada avouera qu'il l'avait terminé sur une crise cardiaque tellement il était à bout de force, mais vous connaissez la musique, ce fut un succès malgré tout et une victoire pour notre gars sûr, quoi qu'on en pense. Et là, en entendant tout ça, vous vous dites probablement que, donc, certes, le gars était très sympathique et extrêmement charismatique, mais qu'il n'était donc pas un excellent combattant du tout, en fait. Et bah, en soi, vous auriez raison. Il était un bon combattant de rue, avec les poings lourds et extrêmement durs, mais il ne deviendra jamais vraiment rien de plus. Et alors pourquoi est-ce que tout le monde, malgré ça, dans le milieu, avait un respect infini pour lui? Et ben c'est pour qui il était. Il ne refusait jamais un challenge, il ne refusait jamais un combat, et il restait incroyablement classe et humble, même dans la défaite. Et oui, parce qu'au milieu de sa carrière MMA, il combattra quand même à l'UFC et sans trembler malgré la pression. Alors vous vous souvenez de Dana White, à qui le succès de Kimbo ne plaisait pas du tout, alors que lui, de son côté, se faisait chier la bite à essayer de créer des stars à l'UFC. Eh ben, Tonton n'avait pas hésité à faire savoir son seum publiquement, expliquant que Slice se ferait tuer à l'UFC. Mais un peu de seum ne se mettant jamais en travers d'une opportunité de faire des millions, dès que l'UFC eut la possibilité de signer le bagarreur dans leur orga, ils le firent sans hésiter une seconde. Et ce qui donnera lieu, vous imaginez bien, à des réunions intéressante pour le moins entre tout ce beau monde lors de la signature du contrat. Et voici comment Dana White lui-même racontera plus tard la rencontre. Je me foutais tellement salement de sa gueule avant qu'il signe à l'UFC. Ah, c'est une canette, c'est l'homme le plus dangereux du barbecue. Que des trucs comme ça. Mais on a fini par entrer en contact et par signer un contrat avec ces mecs. On les a rencontrés dans une chambre d'hôtel à Las Vegas, moi et Lorenzo, et alors qu'on était sur le point de rentrer dans cette pièce avec Kimbo Slice, j'étais en mode... Là, on va peut-être rentrer dans cette pièce et il va me démonter la gueule et repartir en fait. Et c'était le mec le plus gentil du putain de monde. Et son manager, Mike, était l'un des meilleurs gars avec lesquels j'ai jamais fait de business. Comme quoi, ne jamais juger un livre par sa couverture. Et bien que son passage dans l'émission The Ultimate Fighter ne fut pas un succès pour Kimbo, il perdra par TKO contre Roy Nelson, ni d'ailleurs sa brève période à l'UFC, il gagnera un combat par décision, puis perdra par TKO encore contre Matt Mitrione. Il affrontera tout le monde sans discuter et avec humilité, se donnant à chaque fois à fond. Et finalement, c'est ça qui en a fait un favori des fans au bout du compte. Quant à son caractère, vous l'avez compris, il était donc adoré de tout le monde. C'était un dur à cuire, mais bien élevé, au grand cœur, qui avait connu une vie difficile, mais voulait juste un meilleur futur pour lui et ses enfants. Son éclosion est née de la curiosité des gens qui voulaient savoir si un gros bagarreur de rue à la dure pouvait battre des combattants professionnels entraînés, et personne ne peut lui en vouloir d'avoir voulu jouer sa carte à fond. Il avait 6 enfants, il n'avait pas pu faire la carrière qu'il aurait voulu dans le football américain, il n'avait pas de diplôme et il avait connu la rue.
Et c'est aussi pour ça que les gens voulaient autant le voir réussir, pour son histoire. Et il avait donc 6 enfants, dont un petit dernier autiste qui l'emmenait à l'entraînement tous les jours pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. Et ça nous permet aussi d'ailleurs de vous citer les noms de ses enfants parce que c'est quand même exceptionnel. On rappelle donc que son vrai nom à Kimbo est Kevin Ferguson. Eh bien, voici ceux de ses 3 filles et 3 garçons. Kevina, Keyera, Cassandra, Kevin Ferguson 2, Kevin Ferguson Jr. et enfin le petit dernier, Kevlar. Et donc tout ça avec un K. Là, on est sur des blases d'une puissance. En fait, on sent qu'il était à 2 doigts de franchir le pas et d'appeler ses filles Katana et Kalachnikov. Moi je dis allons-y quoi. Mais c'est probablement sa femme qui lui a mis un stop. Et pour ce qu'il aura laissé à la postérité, on peut aussi rappeler qu'il a même lancé la carrière de Jorge Masvidal en le faisant combattre à 18 ans dans les mêmes combats clandestins surmédiatisés que lui. Kimbo décédera en 2016 à 42 ans d'une insuffisance cardiaque avant qu'une greffe de cœur ne puisse être opérée, causant un électrochoc dans le monde des sports de combat. Le nom de famille continuera néanmoins d'être représenté par l'un de ses fils, Kevin Ferguson Jr., aka Baby Slice, qui deviendra lui-même combattant pro de MMA. Voilà, c'était les contes du père Rusty sur Kevin Ferguson aka Kimbo Slice. Si jamais ça vous a plu ou vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.